C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. C'est parti pour l'épisode 4 d'Avis de tempête saison 2. Gilets jaunes au quotidien, chaleur humaine dans l'insurrection. Pourquoi parler des gilets jaunes aujourd'hui ? Pourquoi parler des gilets jaunes en tant qu'écologiste ? D'abord, l'actualité peut nous y faire penser. Avec le retour de la guerre en Ukraine, il y a eu le retour de l'inflation. Comme avec la taxe carbone, ce sont d'abord les plus précaires qui sont touchés. Mais ce n'est pas tout. Pour définir ce que doit être l'écologie, les gilets jaunes ont en fait été très importants. Et elles ont manifesté par le fait quelque chose qui depuis un certain temps était resté en retrait. Le mouvement de la jeunesse pour le climat a émergé la même année. Et en s'opposant à la taxe carbone, les gilets jaunes ont montré qu'il n'était pas possible de penser l'écologie sans penser la question sociale. Les deux étant fondamentalement intriqués. D'une certaine manière, les gilets jaunes ont forcé le mouvement pour le climat et le reste des écologistes à se positionner. Et elles ont fait comprendre que ce ne sont pas les plus précaires qui doivent porter tout l'effort d'adaptation aux impératifs climatiques. Il est devenu clair que la bifurcation écologique doit procéder d'une remise en cause des structures mêmes du capitalisme. Mais comment ? À ce sujet, les gilets jaunes n'ont pas été muets et leur apport dépasse le simple apport théorique. Certes, il n'y a pas forcément eu sur chaque rond-point des réflexions sur les enjeux écologiques et des revendications sur les façons de les résoudre à grande échelle. Mais ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. En prenant les ronds-points, en investissant des zones sans vie pour s'organiser, parler, manger, faire la fête, se rassembler autour d'un brasero en plein hiver, construire des cabanes, les gilets jaunes ont aussi défendu une forme d'écologie. Une écologie non pas au sens d'une régulation étatique qui s'assurerait de l'extérieur que le capitalisme puisse continuer de tourner en respectant certaines limites. C'est plutôt au sens où le mouvement nous permet de penser ce que c'est qu'habiter un endroit. En s'y attachant, en y tissant des liens, en s'y organisant et en s'entraînant. Dans des espaces neutralisés qui servent uniquement à la circulation, elles ont installé des lieux de rencontre, des points de ralliement concrets, des lieux vivants. Après l'effervescence, beaucoup ont eu le sentiment d'être passés à côté de quelque chose, de n'avoir pas obtenu satisfaction. Et il est parfois difficile de trouver des gilets jaunes qui soient encore portés par beaucoup d'enthousiasme politique. En revanche, Olivier, qu'on a eu la chance de rencontrer dans un bar tabac d'Albert, Hélène dans un centre associatif d'Amiens, et Anne dans un squat de Montreuil, se disent marqués à jamais. On vous propose de vous replonger avec eux quelques années en arrière. Alors moi je m'appelle Olivier en fait, j'ai 47 ans. Je suis actuellement au chômage quoi. Et j'ai une formation de cuisinier à la base. Un métier que j'ai abandonné parce que c'était très compliqué dans les années début 90.
On se faisait hyper arnaquer, on faisait des heures à gogo qui n'étaient jamais payées et tout, donc c'est un métier que j'ai abandonné. J'ai fabriqué des sommiers après pour une petite boîte pendant 17 ans, je faisais des sommiers. Et puis à Beaugency, j'ai eu des gros problèmes de dos, quoi. J'ai une double scoliose, tout ça, donc il a fallu que je trouve des tafs un peu plus tranquilles, quoi, un peu moins, qui abîment moins, quoi. Et que vous dire de plus, je suis marié, j'ai pas d'enfant, et puis voilà, quoi. Avant le mouvement des Gilets jaunes, je m'intéressais pas beaucoup à la politique, ni aux mouvements sociaux qu'il pouvait y avoir, tout ça. J'avais déjà quelques petites idées, mais je m'intéressais pas plus que ça, quoi. Et puis, quand il y a eu cet appel, quoi, à se rassembler, tous sur les ronds-points, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a peut-être un changement possible. Donc je dis, on va essayer, quoi. On s'est dit, on va essayer. On a même commencé, nous, ici, à Albert, le 9 novembre, avant le 18, ouais. Parce qu'il y a Macron qui est venu rencontrer Theresa May, qui était la première ministre de Grande-Bretagne à l'époque, d'Angleterre. Elle était venue ici à la mairie d'Albert, là, et donc ils s'étaient rencontrés ici. Donc nous, on avait déjà mis le gilet le 9 et tout. On voulait aller l'interpeller, mais on n'a jamais pu, quoi. On n'a pas pu l'approcher. On s'est fait refouler de rue en rue. On ne pouvait pas accéder à la place ni à la mairie, quoi. Emmanuel Macron, au tâteau de co, on va te chercher chez toi. Emmanuel Macron, au tâteau de co, on va te chercher chez toi. Alors il y avait un groupe qui avait été créé sur Facebook, qui s'appelait les Gilets jaunes d'Albert. Et le gars avait créé ce groupe et puis il avait abandonné le groupe, en fait. Donc il publiait plus rien, il s'en servait plus et tout. Et puis moi, il y a quand même quelques personnes que je connais dans le coin, que je sais un peu engagées et tout. Je leur ai dit, il faut qu'on essaye de faire quelque chose, récupérer ce groupe et en faire quelque chose, quoi. Donc on s'est retrouvés à deux, à être admin de ce groupe-là. On a pris l'administration du groupe. Et puis c'est comme ça qu'on a lancé déjà le premier rendez-vous pour le 9 novembre, quand Macron venait, quoi. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Pour moi, il y allait avoir une prise de conscience du peuple. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir quelque chose de plus gros que ça, en fait. Moi, je pensais vraiment que ça allait être plus gros. Ça, c'était un samedi, donc le dimanche, il ne s'est rien passé. Nous, ici à Albert, on s'est donné rendez-vous sur la place d'Albert pour savoir ce qu'on faisait, ce qu'on reconduisait, tout ça. Et c'est comme ça que c'est venu. Ça, c'est un peu comme partout en France. Le lundi, tout le monde est retourné sur les ronds-points, quoi. Mais alors, on arrivait le matin, on repartait le soir, quoi. Mais je pense que le samedi 18, on aurait dû rester sur place le soir, okay, et ne plus bouger. Ouais. Donc, moi, j'avais l'occasion, à ce moment-là, je venais de me faire licencier d'une entreprise. Et donc, j'avais du temps, j'en ai profité, quoi. J'ai dit, j'ai l'occasion de pouvoir rentrer dans ce mouvement, essayer de faire quelque chose, je l'ai fait, quoi. J'entends toujours dire, ah ouais, mais ils ont les aides. Ouais, non. Avoir les aides, ça fait pas de toi quelqu'un d'heureux. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne vont jamais au restaurant, ou qui vont se faire, par exemple, un kebab ou un tacos en début de mois, et puis après, c'est tout, quoi. Après, c'est sûr que si les gens gagnaient un peu plus, ils auraient quand même plus de façons de se divertir et de se faire plaisir, quoi. Donc moi, c'est Eline, je suis originaire d'Abbeville, j'ai fait mes études à Amiens, et puis du coup, voilà, maintenant je travaille depuis 2 ans et demi, et puis j'habite dans une campagne juste à côté d'Amiens. Quand même, j'avais fait la loi travail contre la réforme des retraites, contre la réforme ferroviaire, contre la loi sur la retraite de 2010 ou 2012, hein, je sais plus à force. Et puis tout ce qui est passé entre deux. Mais alors il y en a eu pas mal quand même. Je me considère comme étant de la classe ouvrière quand même. Les conflits sociaux, ça m'intéressait. Tout ce qui était le communisme, ce que c'était, je me demandais ce que c'était, le capitalisme, qu'est-ce que c'était, dans quel monde on vivait en gros. Et donc je pense que politiquement ça vient de mon père, donc à gauche évidemment. Du coup moi je suis plutôt positionnée à l'extrême gauche.
Mais c'est vraiment de moi-même que j'ai commencé à m'intéresser. Après, bon, j'avais mon groupe de copains un peu punk, métalleux et tout. Mais ils n'étaient pas trop politisés, quoi. Donc pendant un mois avant, je dirais, on en entendait parler. Les gens, ils mettaient leurs gilets fluorescents et tout. Et je me suis dit... j'avais vu des gens tracter quelques semaines avant sur le rond-point d'Uri. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre quand même, il y a un truc qui se prépare. Et puis je me disais, ouais, ça va être comme d'habitude, les gens ils vont juste mettre un truc sur leur tableau de bord et puis il va y avoir personne le 17. Et je me suis dit, ah, ils sont déter et tout, parce que d'habitude c'est compliqué. Enfin, les manifs syndicales, c'est à 14h. Bon, bah je me suis dit, c'est bien, donc j'y suis allée. Et puis, j'ai vu du monde, plein de voitures et tout. Je me suis dit, il se passe quelque chose parce que moi qui ai l'habitude de voir d'être dans les mouvements sociaux habituels, quoi, encadrés par les syndicats et tout, et appelés par les syndicats, là, il y avait plein de monde à 6h30, plein de gens qui n'étaient pas forcément encartés nulle part. Bon, on ne le savait pas au début, mais ça se voit quand même les têtes qui reviennent ou celles qu'on n'a jamais vues. Et puis, ça se voit. Et donc, on a décidé d'aller bloquer les ronds-points. Il y en a 2 là-bas. Et puis, ça s'est passé sur toute la journée. Et c'était super parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Plein de gens qu'on ne connaissait pas du tout. Enfin, pas l'habitude dans le monde militant, entre guillemets. Et les motivations, donc c'était pas que le carburant comme on aurait pu croire, en fait. Moi, c'était plus de manière générale, contre l'augmentation de tout ce qui est des produits de première nécessité, mais le carburant aussi, mais plus généralement contre le capitalisme, parce que à chaque fois, ils faisaient culpabiliser les gens en leur disant mais c'est vous qui polluez et tout, alors que finalement, c'est eux qui ont créé les supermarchés, c'est eux qui ont créé le système dans lequel on est. Et donc, pourquoi les produits de consommation et tout sont moins chers que, par exemple, aller dans un magasin bio ou aux producteurs du coin, par exemple, où justement, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils sont un peu mangés par les supermarchés. Et donc contre ce système en général qui fait que en fait on a donné le droit, accès à la propriété aux gens en les éloignant dans les campagnes, etc., par rapport au logement et tout. Et on a fait des zones des zones de supermarchés, des zones commerciales qui font que en fait les gens sont maintenant sont là-bas mais doivent payer le carburant pour y aller, etc. Et donc c'est un peu hypocrite de dire oui, mais les gens ils ont qu'à faire autrement et tout, alors que c'est eux qui ont instauré tout ce système-là et que maintenant pour être en ville c'est hyper cher et tout. Moi, à ma grande surprise, en fait, Albert, c'est une ville à peu près de 10 000 habitants. Et à ma grande surprise, sur le rond-point, sur les ronds-points, quoi, on était surtout des gens des petits villages autour. Des gens réellement de la ville d'Albert, il n'y en avait pas tellement. Ils représentaient 10%, quoi. Et tout le reste, c'était des gens qui étaient dans les petits villages autour. Après, dans les petits villages, voilà, il y a d'autres difficultés qu'en ville. Dans les petits villages, voilà, il faut une voiture pour pouvoir aller bosser, pour pouvoir faire ses courses. On est obligé d'avoir une voiture, quoi. Et il y a beaucoup de gens en ville qui n'ont pas ce souci financier d'avoir une automobile et de devoir mettre de l'essence dedans, quoi. Donc est-ce que ça joue là-dessus? Je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'on était plus des gens de village que les gens vraiment de la ville d'Albert, quoi. Le rond-point, c'est quand même... il fallait y penser, quoi. C'est là où tout le monde circule, tout le monde passe et tout, pour aller d'un point à un autre. Mais où il se passe rien de base. Et là, être visible comme ça avec son gilet jaune et tout, c'est quand même...
Enfin, c'est fort quand on voit un rond-point, on klaxonne, les gens ils klaxonnent, soit ils sont pas contents, soit ils sont contents, mais On n'a pas besoin de miettes, nous on veut la baguette. Un coup de klaxon. Voilà, on a besoin de manger la baguette. Merci monsieur. Et puis c'est ce que je dis, par exemple à Abbeville, c'était, je sais pas comment dire ça, mais enfin c'était vraiment des gens, enfin la population d'Abbeville et celle d'Amiens, c'est pas la même non plus, et donc c'est on va dire plus populaire à Abbeville. Et donc du coup, c'est tous les gens qui sont invisibles d'habitude aussi, qui ont jamais leur mot à dire et tout, qui sont sortis sur le rond-point et qui ont fait à leur échelle ce qu'ils pensaient être bien de faire pour tout le monde et ensemble, quoi. Et donc, ouais, le rond-point, c'est symbolique, quoi. C'est mort d'habitude, là, c'était hyper vivant. Et puis c'est un lieu de passage où on peut faire passer des messages, quoi, les banderoles et tout. Et puis j'y suis allée et ça m'a motivée parce que les gens qui y étaient, ils étaient vachement, ils disaient oh il n'y a pas assez de monde et tout. Et moi je leur disais mais en fait d'habitude sur les autres mouvements et tout, pour atteindre le nombre qu'on est là à ce rond-point-là, en sachant ce qu'il y avait partout aux alentours d'Amiens, eh bien c'était quand même, je leur ai dit c'est énorme pour un premier jour où il y a juste un appel, un tractage et tout. Pour un premier jour c'était énorme ce qui se passait, enfin tout Amiens était bloqué, et en plus on était hyper écologique écologiste parce que, enfin écologique plutôt, parce que en fait on faisait tout à pied, les ronds-points à pied et tout pour aller donner, parce qu'il fallait gérer la circulation. Évidemment, il fallait une porte de sortie quand même pour les gens qui arrivaient en voiture. Et donc il fallait vraiment s'organiser. Et donc on faisait tout à pied, en vélo. Les gens ils étaient en vélo et tout. Enfin c'était la sortie du week-end, quoi. J'allais dire du dimanche, non, du samedi. Mais c'était un peu impressionnant, quoi, quand on n'a jamais vu ça. Et hors cadre comme ça, c'était vachement intéressant, et des gens qui étaient motivés et tout, parce que ça a duré jusqu'au soir, en tout cas sur le rond-point sur lequel on était. Et puis les gens, ils étaient quand même, il y a toujours des gens qui n'étaient pas d'accord et qui ont essayé de rouler sur les gens et tout, mais il y en a eu 2, 3 comme ça, mais sinon tout le reste c'était des klaxons et ils comprenaient et tout, ils étaient avec nous. Puis il y avait quand même pas mal de gilets jaunes sur les tableaux de bord à ce moment-là. Et donc voilà. Ah on avait sur le rond-point on avait 2 ou 3 bras zéro, quoi, avec des vieux bidons, hein. Et parce que c'était quand même l'hiver, hein, on a eu tout, la neige, la pluie, la grêle. Et du coup on avait fait une petite cabane, pour pouvoir se mettre à l'abri de temps en temps quand même, quand il pleuvait fort ou autre. Ah bien sûr, ouais, il fallait tous les jours il fallait manger sur le rond-point et tout. On a eu des commerçants qui nous ont ramené à manger et tout. La friterie qui est sur la place ici à Albert, je me rappelle, une fois par semaine elle nous offrait des frites, quoi, c'était gratos. Et puis on se débrouillait, on faisait une cagnotte, et puis voilà, quoi. On en avait marre un peu de manger toujours pareil, les sandwichs, machin, tout ça. Et puis un jour, il y a une fille, elle dit moi j'ai bien envie de faire des crêpes demain. Alors on lui a dit mais tu vas faire comment? Elle dit sur le bras zéro, on avait un tonneau où on faisait du feu. Elle dit on va mettre une grille, on va mettre une poêle et on va faire des crêpes. Et donc on a fait des crêpes sur le rond-point. C'est un moment dont je me rappelle souvent, ouais, et c'était sympa, ouais. C'était un moment, c'était fraternel en fait. Il y a de la soupe! Qui veut de la soupe? On peut apporter du café chaud, du chocolat chaud, du thé, des tisanes à tous les gens qui en ont besoin et qui sont au bord de la route et qui ont très froid. On sait qu'on va rester là longtemps, donc il y a des gars qui dorment sur place, on est vraiment relayés jour et nuit. C'est comme un camping, tout le monde se met autour du feu, on mange un bout, on chante. C'est vraiment la solidarité, elle est vraiment là ici. On faisait du lundi au samedi, quoi, tous les jours de 8h à peu près, à part 9h. Après, à un moment donné, quand il faisait 9h, quoi, puis après 8h, parce qu'il faisait plus clair plus tôt. Et on restait jusqu'à 17h le soir à peu près, quoi. Tous les jours, il n'y a que le dimanche où on venait pas, quoi.
parce que je pense qu'il fallait quand même se garder aussi une journée dans la semaine, avoir quand même sa vie un peu à soi, quoi. Une certaine solidarité, ouais, quand même, on a pu se rendre compte qu'on était tous dans la même galère, tous sur le même bateau, et puis il y avait quand même une solidarité qui était vachement présente quand même, quoi. On était un peu une famille quand même, ouais. Sur le rond-point, c'était un peu ça, une famille, quoi. De toute façon, c'est un mot qui revient souvent chez les gilets jaunes, la famille, machin, ça revient souvent. Tu avais l'impression, franchement, de connaître tout le monde, et puis on discutait beaucoup, et on se rendait compte de la galère de chacun, en fait. Chacun avait sa galère de son côté, quoi. Tout le monde avait des difficultés. Alors, certains, c'était qu'un parent âgé qui ne pouvait pas placer en maison de retraite parce que c'est trop cher, ou d'autres, c'était en fin de mois, ils n'avaient plus de thunes pour mettre de l'essence. Tout le monde racontait un peu ses difficultés, et on se rendait compte que chacun avait les siennes, quoi. On aidait aussi, on s'est entraidés aussi. Il y en a à qui on a trouvé du boulot. Il y en a un qui disait ouais, moi il faudrait que je retravaille, mais je trouve rien et tout. Et puis dès que tu es du monde et que tu parles, tu as des opportunités. Tu dis tiens, moi je connais un tel qui cherche un ouvrier. Et puis voilà, il y en a certains qui trouvaient du taf. Et qui étaient super contents, qui revenaient nous voir dès qu'ils avaient un jour de congé, ils venaient passer la journée avec nous en disant c'est grâce à vous que j'ai trouvé ce taf, c'est cool et tout. C'était des côtés positifs, quoi. Oui, alors la première journée, voilà, enfin nous sur notre rond-point, il y a des gens qui sont partis sur d'autres ronds-points, mais en fait le lendemain on y est retourné. Il y avait des gens qui commençaient à construire des cabanes et tout, c'était vachement bien, parce qu'on s'est dit c'est cool, enfin les gens ils investissent les ronds-points, quoi. Et donc il y avait eu un rond-point, enfin une cabane à la 16, où là tout le monde amenait plein de choses, enfin c'était un rond-point stratégique parce que c'est vraiment par là que passent les camions, même tous les habitants des campagnes autour. Et donc il y avait énormément de dons par les gens, il y avait même une télé et tout, je me souviens. Et puis ça a perduré, il y a eu pas mal de monde. Après c'était rendez-vous un peu tous les samedis. C'est vraiment là où moi je suis restée longtemps, à venir quand même tous les jours, à rester le soir, à aider. Après, enfin voilà, c'est comme une maison, quoi. Enfin, il y avait plein de choses à faire, et puis la solidarité avec les gens et tout, apprendre à se connaître et tout. Donc tous les samedis, il y avait du monde en manif, au rassemblement, etc. Mais en termes de personnes qui étaient sur le campement, ça s'est estompé. Donc je sais plus vraiment les délais et tout ça, mais il y avait un noyau dur d'une 15aine de personnes en gros. Vraiment une 15aine de personnes qui étaient là tout le temps, qui... ils se relayaient aussi, mais je veux dire, ils dormaient aussi sur place. Bon, la nuit, ils n'étaient pas 15, ils étaient moins, mais tout le monde se relayait et tout. Et il y avait des gens qui avaient des contacts, il y avait par exemple, pour l'électricité, il y avait un électricien, et donc du coup, pour avoir certaines choses en termes d'électricité et tout, il avait fait son truc, quoi. Après, pareil pour le poêle à bois et tout. Après, il y avait vraiment c'était... il y en avait qui allaient faire la vaisselle dans Géant. Il y avait canapé récupéré à But juste à côté, mais tout neuf en plus. C'est une amie qui l'a récupéré à la fin. Et donc, il y avait vraiment une solidarité. Il y avait même... je sais plus, il y avait un agriculteur qui venait avec sa remorque et qui déchargeait tout son bois, tous ses pneus et tout. Il y avait vraiment... ça s'est vachement bien organisé, j'ai trouvé, pour des gens qui se connaissaient pas. Moi, j'ai voté les 2 tours. C'est hashtag contre Macron. Si on n'avait pas voté... pour 5 ans. On ne peut pas résoudre aujourd'hui cette question-là. Si on n'avait pas voté... On l'aurait eu quand même. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être ensemble. Il y a des gens qui viennent sur le rond-point juste pour rencontrer des gens, pour pouvoir discuter, parce qu'ils sont tout seuls chez eux et
Ils croient ne pas pouvoir s'en sortir et là, moi, je vois ici, on arrive à faire beaucoup de partage, s'aider entre nous, même s'il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Voilà. Je pense que c'est-à-dire parce que les gens, ils en avaient vraiment marre. Et que le gouvernement Macron, évidemment, il était, il est toujours pro-riche et qu'il n'y a pas de justice sociale dans le pays et que, évidemment, les gens, ils ont perduré. Et puis après, il y a eu vraiment cette solidarité sur les ronds-points qui a fait que il y a plein de gens qui n'auraient jamais pu échanger dans un autre cadre en fait. Et donc là, ils ont pu tous échanger. Enfin, je sais qu'il y avait eu des soirées gilets jaunes et tout aussi, ensemble. Enfin, tout le monde échangeait, tout le monde était quand même assez solidaire, même s'il y a eu des débats, des frictions et tout, entre certaines personnes, entre certaines opinions. Mais je pense que les gens, ils en avaient marre et donc ils ont poursuivi. Et à la différence d'un syndicat, enfin d'une manifestation syndicale, c'est que là, il n'y avait pas... vu que c'était spontané, les gens, ils ont tous amené de leur personne et tout. Et donc, ils n'ont pas été cadrés par quelqu'un qui est un peu carriériste dans le truc et qui connaît par cœur... je pense que voilà, ça fait partie un peu. Et puis après, on a noué des amitiés et tout. Et donc, les gens, ils avaient envie de rester parce qu'ils avaient pas grand-chose à perdre, mais tout à gagner. Et qu'ils ont gagné déjà la solidarité avec les gens, des amitiés et tout. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que ça a duré aussi longtemps, contrairement à un syndicat qui appelle à manifester, quoi. Toi, tu gardes des amitiés fortes du mouvement? Oui, avec Isaac, on se parle toujours, hein. Avec Mélanie, avec... et puis... Compagnon, non? Ouais, je l'ai rencontré au Gilets jaunes, et puis du coup, on est toujours ensemble. Donc oui, c'est une amitié forte. Mais non, mais sinon, oui, franchement, j'ai connu des belles personnes, même que je vois plus forcément, parce qu'on a tous pris aussi, on a repris soin de notre vie, puis, moi, mon âge, je prends aussi un autre chemin, comme tout le monde a un peu à cet âge-là, après. En fait, pour moi, les gilets jaunes, il y avait moitié hommes, moitié femmes, et je dirais même il y avait plus de femmes. Alors peut-être pas partout, mais il y avait vraiment beaucoup de femmes, je trouvais. Après, le mouvement des Gilets jaunes, c'est... là, je parle beaucoup du début et tout, là. Après, par la suite, il y a eu d'autres... ça s'est passé autrement aussi, après, c'était plus manif et tout. En tout cas, au début, j'étais étonnée, plein de femmes qui sont un peu dans des métiers invisibles. Ce qu'on dit invisibles. Donc, et qui sont sortis dans la rue et qui... moi, j'ai trouvé ça super bien parce que dans les milieux militants, évidemment, c'est toujours les femmes militantes qui ont un certain capital culturel et tout. Tandis que là, c'était des femmes de catégorie populaire qui sont venues et qui ont osé prendre la parole aussi. Prendre la parole, vraiment. Et moi, j'ai trouvé ça bien. Et après, avec les mecs, ça s'est bien moi, ça s'est bien passé. Et après, c'était marrant parce qu'en manif, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient de milieu populaire, évidemment, il y a toujours les gars qui disent « Oh, mettez-vous à l'arrière, vous, les femmes, quand même !» Oh, mais n'importe quoi. Mais c'est compréhensible, quoi, parce qu'ils sont habitués à ce que ce soit comme ça. Donc, mais il n'y avait pas du tout de... Moi, j'ai trouvé ça hyper... c'était un mouvement populaire et donc il y a eu plein de femmes, il y a eu des... on était avec des gars et ça se passait, ça se passait super bien, quoi. C'était... Il n'y a pas eu de... Comme si on était tous ensemble, peu importe
peu importe le genre, quoi, mis à part des exceptions comme ça, mais qui sont drôles parce que c'est marrant. Bah, arrête un peu, n'importe quoi, je fais plus que toi, donc. Au début, il y avait qu'un rond-point. Après, on s'est scindé en 2 ronds-points parce que justement, il y a des gens qui voulaient bien accepter les syndiqués et il y a des gens qui ne voulaient pas du tout qu'il y ait de syndicats avec nous. Du coup, on s'est scindé en 2 et on a pris un 2e rond-point. Ouais. Et nous, on s'est retrouvés. Moi, je me suis retrouvé sur un autre rond-point. On a quitté le rond-point, on est parti sur un autre rond-point où là, on avait les syndiqués qui venaient avec nous. Et l'autre rond-point, le premier rond-point, celui d'origine, eux, ils ne voulaient pas voir de syndicalistes chez eux, quoi. Ah bon, on essaie déjà de discuter beaucoup avec les automobilistes. On a réussi à faire pas mal de tracts avec des revendications et puis essayer d'ouvrir les esprits, quoi, d'ouvrir les yeux aux gens, quoi, leur enlever un peu leurs œillères, quoi. Donc quand on avait l'occasion de pouvoir discuter avec les gens qui s'arrêtaient ou qu'on arrêtait des fois pour leur donner un tract, on discutait un peu avec eux et tout. On essayait de faire évoluer les choses, quoi. Et ça se décidait entre nous, quoi. Il n'y avait pas de chef, il y avait pas de. C'est ça qui était bien aussi. C'est que personne n'était là pour commander, on décidait tout entre nous, quoi, ensemble. Là, c'est même bizarre, mais ça se passait bien. Ouais. Après, quand tu as 3-4 personnes qui amènent des bonnes idées, les gens en général sont d'accord avec des bonnes idées. Si c'est des bonnes idées, les gens sont d'accord. Il y en a qui organisaient, qui faisaient des tracts et tout. Après, on parlait de ce qu'on allait faire quand même les samedis, puisque les rendez-vous c'était quand même les samedis. Après, il y avait aussi des petites actions de fête comme on réfléchissait aux actions qu'on pouvait faire et tout, qui pouvaient marquer un peu quand même le samedi qui arrivait. Par exemple, pour que ce soit hyper visible, on avait eu les pneus d'un agriculteur qui venait déposer les pneus. Et donc, il y avait eu ça, il y avait eu le feu de pneus sur le rond-point, etc. Mais qui se voyait à... C'est pas très écologique, mais fallait marquer le coup. Et donc, évidemment, ça faisait une grosse traînée noire, de la fumée noire sur des kilomètres. Tu le voyais de super loin parce qu'en plus, c'était sur une butte, sur un rond-point qui a un gros mont, donc ça se voyait énormément. Et puis après, il y a eu plein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des péages et tout? Donc on ouvrait les barrières et puis tout le monde passait gratuitement. Et du coup, la société d'autoroute, elle perdait des sous, c'était pas plus mal. Mais on a fait ça régulièrement. Et après, on n'essayait pas non plus. On se demandait ce qu'on allait faire comme moyen d'action et tout. Mais c'était quand même décidé, en tout cas, moi, de ce que je savais, c'était décidé quand même le jour même. Bon, d'un coup, on va faire le péage. Donc, on va faire le péage, ok. Mais je veux dire, fallait pas que ça se sache avant, en fait. Parce que déjà, le point de rendez-vous, c'était sur les ronds-points et tout. Et donc, vu que c'était le point de rendez-vous, c'était à ce moment-là que ça se passait, quoi. Donc nous, on pouvait discuter entre nous et tout dans le baraquement, quoi, mais on pouvait pas... non plus, on n'allait pas dire à tout le monde sur les réseaux, bon, on fait un péage à telle heure, telle date. Donc c'était un peu... Ce qui était très original, c'est que c'était spontané, et donc c'était super, parce que c'était des actions rapides, fallait y aller, et c'était fait, quoi. Bon, quand on était au campement, on discutait forcément des gilets jaunes, de ce qui se passait en France, de ce qui se passait à Paris et tout. Après, vu que le noyau dur, il était là et tout, donc on discutait de ce qu'on pouvait faire, sur quel lieu on pouvait aller et tout. Mais vraiment, ça s'est passé, de souvenirs, ça s'est passé, les samedis, on se disait, bon, on va bloquer tel axe routier, on va mettre des barrières pour rétrécir, et aussi, on avait des... Mais ça se passait vraiment le samedi quand on y était. On va dire, il y avait des gens qui osaient prendre la parole et qui, du coup, étaient un peu comme... pas des leaders, mais en gros, c'était des gens qui osaient prendre la parole et donc essayer d'organiser un peu les choses. Parce que si on s'organise pas, c'est compliqué. Et donc, il y avait le noyau dur qui essayait d'organiser quand même, mais en même temps, il y avait du spontané.
Enfin, les gens d'eux-mêmes, il y a eu des petits débats et tout, mais d'eux-mêmes n'avaient pas besoin forcément de concertation. C'était plus discuter sur le campement, comment ça se passe, etc. Mais, et puis, qui va à Paris, qui reste ici, est-ce que le mieux c'est rester ici ou d'aller à Paris, enfin, tous les débats qu'il y a eu un peu partout, je pense. Bah non, justement, moi, aller à Paris, pour moi, ça servait pas à grand-chose. Ça servait pas à grand-chose. Parce que à Paris, c'était répression, répression, répression. J'y suis allé une fois, au début décembre 2018. Alors, je ne saurais pas dire de bêtises, je crois que c'était le 3 décembre, je ne sais plus bien, c'était un samedi. On est monté le boulevard Carnot, on est arrivé sur l'Arc de Triomphe. Ma femme a eu un flashball qui est passé à 20 cm de sa tête, quoi. On venait à peine d'arriver. Et on s'est dit, ouais, voilà, aller à Paris, c'est hyper dangereux, en fait. Et puis, c'est des amendes à 135 €. Hein. C'était pour un masque, pour pas prendre les gaz, respirer les gaz. Pour un simple masque, on prenait 135 balles d'amende, quoi. Donc, non, pour moi, c'était pas utile. C'était plutôt apporter de l'argent à l'État plutôt qu'autre chose, quoi. Quelqu'un d'Albert avait décidé d'organiser un bus. Et donc, on s'est dit, on va profiter de cette occasion et on va quand même aller à Paris. Mais bon, déjà ma femme n'a plus voulu que j'y retourne, parce qu'elle a dit que c'était trop dangereux. Et puis en fait, on voyait bien que ça servait à rien, en fait. Ça servait à rien. À part être parqué sur des places ou autre, ça servait à rien. Le mouvement ne pouvait pas avancer comme ça. Ils se sont fait gazer. Vraiment, c'est ça, ils en ont eu marre, quoi. 135 balles, si tu te fais avoir 3 fois dans le mois, ça commence à faire cher, quoi. Et après, il y a des vrais déterres, hein, qui sont complètement déterminés, même qui ont toujours été à Paris et qui continuent. Il y en a quelques-uns. Moi, je trouvais que c'était bien de rester localisé, mais quand on est en nombre et tout ça, on peut paralyser un peu partout, et donc du coup les forces de l'ordre, elles sont divisées aussi un peu partout, et donc sur du long terme, ça peut peut-être avoir un impact. Après, quand les forces diminuent, se regrouper dans certains endroits, il y avait des appels régionaux, mais aussi aller à Paris et tout. Là c'était aussi si au bout d'un moment il y a un peu moins de monde ailleurs, mais que du coup on met le paquet sur le centre, la capitale, quoi, on a bien vu les premiers actes, ils ont réussi à faire plein de choses et tout, c'était vraiment c'était ouf, quoi, aller à 2 pas de l'Assemblée, défoncer les portes de Griveaux et tout, mais moi j'avais envie de pleurer quand je voyais les images. Je me dis mais c'est trop bien, les barricades et tout, c'était trop cool. C'était les gens de catégorie populaire, d'ailleurs qui y en a plein qui n'ont jamais été à Paris, et ils se sont déplacés pour aller montrer qu'ils étaient là et tout, et j'ai trouvé ça énorme, quoi. Et donc moi j'y suis pas allée juste pour une raison simple, c'est que je me suis fait opérer du dos, et que évidemment c'était plus risqué d'aller à Paris que de rester à Amiens, ou quoi que Rouen, c'était pas mal de temps en temps. donc ouais, non, je suis pas allée par raison de santé, quoi. Mais c'est mon grand regret. Donc il fallait faire localiser, mais en fonction aussi, et en même temps rester sur place, parce que c'est là aussi que ça se vivait, et en même temps aller sur les actes comme à Paris pour qu'ils aient un peu peur, quoi. Mais après, je suis revenue en octobre pour la marche, je crois que c'était la marche des mutilés et tout. C'était en octobre 2020. Comment dire, j'étais encore dedans et tout, mais il y a eu le confinement entre-temps, et moi je me disais, ouais, vu que j'ai vu aussi le mouvement s'essouffler. Et en fait, après, un peu comme à chaque fois, je suis un peu dégoûtée, donc je me dis... ouais, de toute façon, là, il y a confinement, mais tout le monde espère qu'après le confinement, il va y avoir une révolte et tout. Alors moi, j'y croyais pas du tout.
Il y a eu des manifs et tout, mais peu de monde. Enfin, moi, j'ai pas pris la peine de me déplacer. Et puis, et donc un peu... Là, j'ai fermé un peu la porte à tout ça, et donc en reparler... des fois j'en reparle, hein, de temps en temps, une conversation entre potes et tout, on en reparle forcément, parce que ça a marqué quand même tout le monde, ceux qui l'ont fait ou ceux qui l'ont pas fait, et c'est ça aussi la différence avec d'autres mouvements, je pense, parce qu'il y a encore des débats vifs sur le sujet, alors que c'est censé, entre guillemets, être fini depuis longtemps, quoi, médiatiquement et tout. Et dès qu'il y a un truc qui ressort, les gens, ils s'enflamment. C'est là qu'on voit que ça a fait quelque chose comparé à d'autres mouvements. Et donc, voilà. Non, mais quand je passe devant, sur ces deux ronds-points, que ce soit le premier ou le deuxième, quand j'y passe, je repense toujours, je nous vois sur le rond-point, quoi. Ouais. À chaque fois que je passe, j'ai l'impression que je vois les gilets jaunes. Beaucoup de celles et de ceux qui ont participé à ce mouvement ont arrêté de s'impliquer politiquement. D'autres se sont investis dans des luttes qui réclament justice pour les mutilés des manifestations, avec parfois le collectif des mutilés pour l'exemple. Certains et certaines ont vu dans le mouvement contre le pass sanitaire une deuxième vie des Gilets jaunes. Mais un camarade d'Aniens, qui nous a beaucoup aidé dans la production de cet épisode, défendait que la composition sociologique, tout comme les mots d'ordre de ces manifestations, était assez différente. C'est aussi pour comprendre les suites du mouvement que nous sommes allés voir Anne, des Gilets jaunes de Montreuil. Et elle continue de participer aux manifestations du samedi et de tenir une cantine à l'ARI, un lieu très important de la vie politique de Montreuil. Les Gilets jaunes de Montreuil ont aussi été assez actifs et actives dans les assemblées des assemblées qu'Anne mentionne sous le nom d'ADA, une tentative de fédérer au niveau national le mouvement des Gilets jaunes. Bon, alors je ne suis pas que Gilet jaune de Montreuil. Je travaillais avant dans une pharmacie et là, je suis à la retraite depuis 2 ans. Voilà, j'habite à Montreuil et j'étais pas une grande militante politique. J'étais syndiquée, mais bon, dans les petites boîtes, dans les pharmacies, c'est assez compliqué, hein. Bon, même si on a un peu une expérience de lutte, j'étais ni une grande gueule, ni une représentante syndicale. Voilà, j'allais aux journées d'action syndicale, point barre. Alors, ça a commencé quand j'ai entendu parler des premières manifs, donc bon, j'étais assez sceptique parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait mon milieu quand même. Il y avait eu les bonnets rouges qui étaient assez réac, là, finalement les colos, on nous disait que c'était une taxe pour machin, moi, tout juste si j'y croyais pas, quoi. Mais dès la 2e ou 3e manif, dès qu'on a entendu Macron commencer à dénoncer ça et dire si vous descendez dans la rue, vous serez complice. Alors là, quand même, ça a fait titre. J'ai dit, non, là, il y a un truc qui va pas. Ça fait 2 ou 3 manifs qui sont là. On voyait bien les gens qui parlaient, qui avaient vraiment une espèce de rage et de colère qui, tout de suite, résonnait. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Bon, je bossais encore, donc je n'avais pas trop de temps. Mais bon, à Montreuil, j'ai retrouvé très facilement les Gilets jaunes. Eh bien, alors, je les ai vus tout de suite à la cabane. Ils avaient fait une cabane en plein milieu de la rue, un truc incroyable. Je n'avais pas remarqué. Donc, c'était autour d'un brasero, parce que ça devait être en janvier quand même, janvier 2019 ou décembre 2018. Et qui m'ont dit, il y a des réunions, c'est 1 fois par semaine. Ces réunions, quand même, à Montreuil, c'est quand même un des grands centres de contestation sociale dans l'histoire et même encore actuellement. Donc là, c'est vrai que j'ai été très impressionnée. Hein. C'était une espèce d'agora dans un lieu comme un amphithéâtre, avec des gens qui avaient une facilité d'expression incroyable, hein, même plus que des hommes politiques actuellement, hein, sur l'État bourgeois, etc., avec plusieurs tendances
tendances, j'ai vu assez vite qu'il y avait, peut-être, les tendances politiques générales, plus extrême gauche avec le NPA, les trotskistes, un peu les anards de l'autre côté, les France insoumises et tout. Ce qui fait que là, j'étais perdue, c'était pas moi, tu vois, pauvre gilet jaune à peine béotien, là, à prendre la parole. J'avais même pas pigé comment se faisait l'ordre du jour, rien du tout. Mais tu vois, j'ai quand même continué à y aller parce que, voilà, c'est tout, c'est là que je devais être. Je crois que c'était vachement construit. Déjà, il y avait cette histoire de cabane, donc c'était aller voir, je crois, les élus déjà, les interpeller sur les violences policières dès le départ, je pense. Peu à peu, oui, si, je me souviens d'une action aussi, parce qu'on disait, il faut avoir un lien avec les quartiers populaires, on n'en a pas assez, on ne connaît pas assez de gens. Donc une fois, on a fait même une manif au flambeau, où on est carrément allé plus haut dans les cités, faire le tour des foyers, s'installer, essayer de discuter et tout. Il y en avait par exemple qui étaient de ciné-club, Cinétract, ça s'appelait. Donc elles avaient fait des interviews devant la cabane. Des gens qui passaient, il y en avait d'autres, ils avaient fait une boîte aux lettres avec un cahier de doléances qu'on lisait, tu vois ça, on essayait d'en faire quelque chose. Et on a eu même des projections, carrément de films, en plein milieu de cette place, un truc incroyable, tu vois. Moi, là, j'avais jamais vu ça, ça m'épatait autant que le film, tu vois. 40 ou 50 en train de regarder un film. Donc il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui le regardent, Voilà, et après il y a une discussion. Après, il y avait beaucoup de discussions théoriques, je pense aussi, sur les tracts, sur l'établissement d'une charte, sur... Après, on a fait aussi comme une grande rencontre, je me souviens. C'était pas comme une fête, finalement. Mais une fête avec quand même des forums où on discutait, où il y avait énormément de gens, c'était dingue. C'était le début, tu vois, je me rappelle plus trop parce que je pense que c'était assez théorique et ça me dépassait. Moi, là où j'ai commencé vraiment à vouloir discuter, c'est quand on n'a plus cette grande salle, finalement, parce que c'était compliqué, etc. Donc on s'est retrouvés plus ou moins dehors. Donc là, c'est reparti une autre forme différente parce qu'on a trouvé un autre lieu. Puis après, on n'a plus la cabane parce que... Peut-être qu'elle n'était pas assez occupée, et puis un jour ou l'autre, c'est la mairie qui l'a emportée, etc. Mais elle était déjà un peu, tu vois, abandonnée. Alors, quand on a investi ce lieu, là, on était déjà moins nombreux. On peut le dire, l'ARI, voilà. On s'est retrouvés d'abord au chaud, tu vois, ça changeait tout, plutôt que de galérer à chercher à chaque fois la prochaine AG, où c'est, où ça. Et là, on était déjà moins nombreux. Donc, c'était peut-être moche, mais en même temps, moi ça permettait de plus parler. Peut-être que, je sais pas. C'était pour moi, c'est plus. Et puis je voyais que ça continuait. Et là, il y a des filles qui connaissaient bien les filles de la cantine des Pyrénées, qu'on dit on va faire une cantine. Et moi au début, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, parce que j'étais pas du tout au courant qu'il y avait beaucoup maintenant de luttes ou d'actes comme ça, militants et tout, qui passaient par les cantines, par les chorales. Moi, dans ma tête, la cantine, tu vois, c'était encore le truc où on faisait à manger et je voyais pas du tout ce que ça foutait là-dedans, tu vois. Voilà. Et ouais, alors la cantine aussi au début, attends que je t'explique, il y a quand même en permanence des problèmes, si tu veux, parce qu'on a commencé à faire cette cantine, il y en a qui mettaient pas vraiment le gilet jaune, donc il y en a une qui a dit, alors est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'elle a de gilet jaune cette cantine ? Tu vois, et est-ce qu'on est vraiment gilet jaune ? Donc il y en a qui ont dit, mais c'est une cantine solidaire, autonome et tout, mais on peut quand même élargir, on va pas foutre le gilet jaune en permanence et tout, ça doit être un lieu simplement, un lieu un peu un symbole, voilà, où il y a moins d'échanges marchands, où en même temps on essaie d'appliquer justement ces règles de solidarité, d'autonomie, essayer de avoir une alimentation différente, changer les modes de produits. Mais
Ça aussi, ça n'a pas été simple parce qu'il y en a qui venaient simplement parce qu'ils, tu vois, ils n'étaient pas fortement des gilets jaunes. Moi, j'avais dit à des copines qui adoraient cuisiner de venir, par exemple. Il fallait vraiment redire qu'est-ce que c'était la cantine, comment après on communiquait. Bon, enfin, c'était un bien grand mot, mais qu'est-ce qu'on en faisait de ça, tu vois? C'était pas simplement là pour faire, tu vois, un supplétif de la mairie parce que les gens sont à la rue et tu vois. Mais je suis peut-être moins, tu vois, dans la théorie de me dire, on réalise vraiment, tu vois, ça y est, on est dans l'autonomie, on va récupérer les denrées, on les donne comme ça, il n'y a plus de circuit marchand. Je vois tout simplement que c'est vrai, qu'on donne d'abord, qu'on essaie d'être chaleureux, que ça soit convivial. Voilà, je pense que je vois plus ce côté relation avec tout le monde, oui, ou de voir simplement un mec qui était à la rue, là, un SDF, à côté d'une fille hyper militante et qui discute vachement, des trucs vachement intéressants. On avait des trucs incroyables. Moi, la première, tu vois, j'adorais tout de suite après m'asseoir, hein, c'était pas que faire la cuisine. Tous les gens viennent là, tous les gens du quartier, tu vois, militants pour la défense. C'est comme une espèce de rendez-vous où il y a la convergence de plein de gens qui sont pas d'accord avec tout ce qui se passe, tu vois, et qui essaient de monter d'autres trucs un peu alternatifs. On s'est dit, on va pas tout le temps aller récupérer à Rungis, finalement, on peut pas faire les poubelles, parce que c'est pas les poubelles, c'est plutôt d'éviter le gaspillage, parce que c'est vrai que c'est monstrueux, hein, t'as de quoi nourrir, je sais pas, tout le monde. On s'est dit, on va essayer de faire un circuit, voilà, nous-mêmes, et c'est un gilet jaune, là, plusieurs, qui a contacté une agricultrice, mais je pense qu'elle avait déjà eu cette expérience en province. Et on a vu avec elle, on a fait plusieurs cantines, avec la cantine des Pyrénées aussi, tu vois, on s'est assemblé plusieurs cantines pour avoir un peu d'argent, et on a acheté des semences. Et alors on est allé les planter, c'est en Seine-et-Marne, chez cette agricultrice et tout ça. Et voilà, donc on a planté des oignons, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans la région, on a planté des trucs qui se gardaient aussi. Ça donne un peu une notion, effectivement, de comment une autre, oui, peut-être, comment ça pourrait se faire avec des échanges, avec autre chose que tout le temps se faire du pognon et machin, tu vois, voilà, un système différent, c'est vrai. Je pense qu'un des problèmes des gilets jaunes, tous les gilets jaunes te diront ça, c'est que finalement, il y a un problème de perspective politique, parce que c'est bien beau, tout le monde en a eu conscience de dire Macron dehors et tout ça, tout le monde est d'accord de dénoncer un système capitaliste qui est oppressif et tout, de se retrouver, c'est ce qui nous lie, hein. Je pense que moi c'est une lutte de classe, hein, tout simplement, il faut appeler les choses par leur nom, on aura beau tournicoter dans tous les sens, dire c'est un contre-pouvoir, c'est un parti, c'est un mouvement, c'est un machin, c'est d'abord ça, des gens qui tout d'un coup se sont relevés parce qu'ils savaient de quel côté ils étaient, et tout d'un coup ils voyaient les autres qui se goinfraient encore plus, et eux, ils allaient tout simplement crever. Hein. C'est leur peau qui défendait, c'était plus que... Et donc, ces perspectives, moi, tout de suite, quand j'ai vu l'histoire des ADA, j'ai dit, ça y est, c'est parfait, il va y avoir une structuration, ça va partir de la base, l'histoire des mandats impératifs et tout ça, c'est très bien, mais finalement, il va en sortir quelque chose. En gros, on va nous montrer, finalement, une espèce de porte de sortie, et voilà, il n'y aura plus qu'à expliquer tout ça aux autres, et tout sera parfait. Donc la première avait été lancée par Commercy, où il y a un pôle de militants. Tu sais, Commercy, c'est une ville quand même assez ouvrière, qui doit avoir aussi une tradition, de gauche, etc., oui. Et donc, les mecs vachement intéressants, ils ont compris que, voilà, il fallait peut-être en passer par là, faire comme... Je pense qu'il y avait plusieurs sensibilités et qu'ils voulaient structurer, mais toujours en partant de la base. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi une constante des Gilets jaunes. En plus de la justice sociale, écologique, fiscale, il y avait aussi cette espèce de pouvoir qui était confisqué. Donc retrouver une démocratie, mais réelle, quoi. Nous, on a envoyé 2 représentants, donc ça c'est... Et on les a tirés au sort, mais bon, effectivement, c'était un peu toujours les mêmes, comme c'était toujours au moment, tu sais, où il y avait ces grands agoras et tout ça, et qui ont été assez actifs. Et ils ont développé, en gros, si tu veux, sur vers quoi on voulait aller.
Le local, par exemple, c'est vrai que moi je me dis ça devrait être une évidence, même quand on lit au début le communalisme. Bon, après, que les gens qui soient sur place, par exemple là, les mecs de Gabriel Péry, on va leur enlever les arbres en bas de leur immeuble, c'est quand même à eux de savoir si l'arbre il va bien, il est malade ou pas malade, qu'est-ce qu'on en fait et tout. C'est quand même incroyable que ça soit des gens qui sont jamais venus dans le machin, qui décident, par exemple, de la vie de ton quartier. Donc le principe du communalisme, qui avait ça au départ, parce qu'il y en a qui ont dit, bah oui, mais c'est pas du tout le mouvement ouvrier, ni le monde du travail, c'est pas dans les usines que ça se passe, c'est pas comme ça qu'on va faire un combat, c'est tous les gens dans la rue, des quartiers, finalement ça part des habitants, mais c'est pas si con que ça, tu vois. Voir ce qui est vraiment en commun et à partir peut-être de problèmes... tu vois, locaux, commencer à fédérer des gens là-dessus. Déjà, tu vois, t'aurais déjà une prise sur la gestion de ta vie. Après, les gens, ils disent, ah oui, ça les intéresse pas, il y a des conseils de quartier. Mais c'est faux. Ils auraient déjà du temps, on les libérerait, on leur présenterait le truc. Ils vont pas à ces trucs parce qu'ils savent que c'est complètement pipé. Ça a continué, il y a eu Saint-Nazaire aussi, il y a eu Auxerre, mais peu à peu, au cours du temps, si tu veux, au cours du temps, peut-être que les gens ont vu que ça avançait pas. C'est peut-être la suite qui a... Puis c'était une machine tellement lourde, tu vois. Il y en a eu un Montreuil, mais ça a été... On n'y était plus trop, nous. On était plus dans le off. Mais même là, tu vois... on ne sait même plus trop où ça en est. Il y en a un gilet jaune, mais je ne sais même plus s'il y va. Il y a eu plusieurs commissions à la fin qui sont mises en route, mais bon, je ne sais pas. Bruno veut pas qu'on manifeste, et pourtant, on est là. Le préfet veut pas qu'on manifeste, mais on est là. Castaner veut pas qu'on manifeste, mais on est là. On est là. On est là. L'épisode finit peut-être sur une note un peu amère. Il est vrai qu'il semble dans l'immédiat difficile de voir quelle dynamique pourrait nous conduire vers quelque chose de positif. Où est-ce qu'on pourrait trouver un débouché politique ? Les Gilets jaunes ont montré que cette frustration, mais aussi ce désir sommeille un peu partout. Nous sommes beaucoup à aspirer à un monde solidaire, à une forme de démocratie plus directe, plus locale, et à d'autres rapports humains. Nous sommes aussi nombreux et nombreuses à identifier les responsables du désastre, de l'injustice, de la précarité généralisée, et à voir dans l'action politique collective une solution au problème. C'est peut-être aussi ça que nous devrions retenir du mouvement des Gilets jaunes. C'était le 4e épisode d'Avis de Tempête, saison 2. Un grand merci à celles et à ceux qui sont intervenus, et à ceux sans qui cet épisode n'aurait pu exister. À bientôt.